Le virus a mis le secteur de la nuit à genoux. Le virus va peut-être tuer le secteur de la nuit. Still Alive est une manif que vous avez peut-être vue à la télé, auquel vous avez peut-être participé. On a le plaisir d'accueillir Karl de Montcharline, qui est un des organisateurs de cette manif. Still Alive, toujours vivant, oui, mais jusqu'à quand ? Merci de nous rejoindre, Karl de Montcharline. C'est pas toujours pour des choses amusantes qu'on se voit, quoique d'habitude on se voyait pour savoir ce qu'on allait faire, comment on allait organiser, comment on allait proposer des choses amusantes. Mais dans ce monde où tout s'est arrêté, Karl de Montcharline, est-ce que dans tes rêves les plus monstrueux, tu avais imaginé un jour que ceci pouvait arriver ? Oui, je l'avais imaginé. J'étais même enquéri de savoir s'il y avait des assurances qui pouvaient, en cas de pandémie, subvenir à nos besoins. Et à l'époque, ce n'était pas le cas. Je pense qu'aujourd'hui, ça commence à exister. Mais donc, on avait déjà ambitionné ça, effectivement, parce que ce coup d'arrêt était probable. On avait eu deux épisodes viraux il y a 10 ans et 15 ans, si je me rappelle bien. Mm-hmm. Et donc, on s'était déjà posé la question. Après, bon, là, il y en a un sous lequel on a réagi, avec beaucoup de paramètres, évidemment, des paramètres parfois clairs, des paramètres parfois un peu plus obscurs. Et donc, on a décidé d'arrêter le pays, voire le monde. Voilà. D'autres ont décidé de ne pas arrêter le monde et de continuer à vivre et d'apprendre à vivre avec les maladies. Et je pense qu'on fera le bilan dans une petite dizaine d'années sur les responsabilités des uns et des autres. Voilà, parce que Still Alive, c'est évidemment la manif auquel vous avez peut-être participé, mais que tout le monde a vu. Still Alive, oui, mais vivant jusqu'à quand ? Est-ce qu'on peut raisonnablement penser que depuis le mois de mars, jusqu'à justement quand, le monde culturel, le monde événementiel peut se passer du public ? Parce que le digital, c'est très bien. Tout ce qu'on a imaginé au début, c'était parce qu'on l'imaginait dans un temps très court. Mais sur la longueur, le malade est en train de mourir. Et je pense d'ailleurs qu'il y en a quelques-uns qui sont déjà morts. Alors Karl, moi je ne veux pas évidemment jouer la marche funèbre, mais j'ai l'impression d'entendre tout doucement la petite musique. Et j'ai peu d'espoir que dans l'immédiat ça change. Alors j'aimerais peut-être avoir ton son de cloche. Est-ce que quelque chose peut changer ? Je veux quitter l'image et je veux retrouver le public juste derrière. Non, blague à part. Écoute, moi je pense qu'il faut se battre, il faut continuer à se battre et il faut défendre sa vision de la société, sa vision de la vie et comment est-ce qu'on ambitionne de vivre dans le monde de demain ou dans le monde d'aujourd'hui. Alors c'est vrai que normalement ce rôle est dévoué aux politiques pour lesquels les différentes obédiences sont présentes et les citoyens peuvent à un moment donné adhérer à une thèse ou à une autre thèse. Là, c'est vrai qu'on dépasse un peu ces clivages. D'une part, parce qu'il n'y a plus de politique. Il n'y a plus de politique, quand j'entends il n'y a plus de politique, il n'y a plus de gouvernement, donc il n'y a pas d'opposition, de facto. Donc finalement, les décisions sont prises et personne ne les conteste parce qu'en même temps, tout le monde veut monter dans l'ascenseur gouvernemental. Et donc, ça amène à ce climat, où les gens sont amortis, où il n'y a pas de prise de décision, où chacun se protège, etc. Tout en sachant que les politiques ont une responsabilité aussi pénale par rapport à leurs choix, etc. Donc c'est évidemment très très difficile pour chacun. Bon. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent, au fond, si on réfléchit bien, c'est pas totalement absurde. Les personnes à risque sont les personnes qui ne sortent pas. Les personnes à risque savent qu'elles sont à risque. Au fond, on est peut-être dans une situation exceptionnelle où on devrait faire une protection des gens à risque malgré eux. C'est peut-être eux qui doivent rester à l'écart du monde plutôt que de pénaliser ceux qui doivent vivre leur jeunesse et qui ont besoin de sortir, ont besoin d'organiser, ont besoin de créer. Est-ce que ce ne serait pas plus intelligent de protéger les faibles et de laisser sortir, entre guillemets, les forts ? Oui, tout ça est très complexe et aujourd'hui, il est facile pour nous, à la suite de cette pandémie qui s'est quand même largement éteinte, de pouvoir dire il aurait fallu faire ceci ou faire cela. Bon, la réalité, c'est que malheureusement, le plan pandémie n'a pas été mis en œuvre. Donc au moment du démarrage de cette pandémie, ce qui est une vraie erreur, ça par contre, d'autant que ce plan existait, et à la suite de quoi on a constaté la moitié des morts de la pandémie dans les homes. Moi-même étant très inquiet, parce que mon papa étant en même temps dans un home, on était évidemment très attentif à la chose, tout en sachant qu'on n'avait plus de
de droit de visite, etc. etc. Donc voilà, ça, c'est un autre scandale, peut-être qu'il faudra évaluer plus tard, parce qu'on s'apercevra peut-être en effet que je disais ça parce que le raisonnement a été faussé dès le départ. Oui, je disais ça parce que forcément, on peut imaginer qu'on a arrêté le pays et qu'on n'est pas tous partis en quarantaine, qui était plus qu'une quarantaine, parce que ça a duré 3 mois pour certains et 4 mois pour d'autres. C'est évidemment très impactant, et donc ce choix a été fait de mettre à l'abri, mais toujours est-il qu'on a constaté que ça n'a pas servi à grand-chose, parce que finalement, ils sont morts. Donc, voilà, donc il faudra évidemment revoir toute cette histoire convenablement. Quant à aujourd'hui, alors que effectivement les hôpitaux ne sont aujourd'hui plus saturés et que on connaît mieux le virus que ce que c'était le cas au préalable, et qu'il y a moins de morts, pour ne pas dire quasiment plus de morts liées au Covid, oui, je pense qu'il faut apprendre à protéger ceux qu'on aime, mais comme on l'a quelque part un peu toujours fait. Je pense que là, tous les citoyens ont été très attentifs, parce qu'on a tous une famille, on a tous des grands-parents, etc., et on a tous à cœur à ce qu'ils soient là le plus longtemps possible. En règle générale. Je sais qu'il y a quelques petites exceptions. À moins d'un grand héritage à brève échéance, et là on peut comprendre évidemment l'angoisse et l'attente de certains. Mais donc pour la plupart des gens, effectivement, pour la plupart des gens, évidemment, les gens sont conscients de ça et ont envie de vivre ça convenablement pour leurs proches et pour ceux qu'ils aiment. Et donc oui, comme on a appris à avoir des gestes barrières quand le virus du sida est arrivé. Alors moi j'entends des gens qui me disent oui mais sida c'est pas pareil, on ne se contamine pas de la même façon. Et c'est un peu oublié l'époque dans laquelle on a vécu et cette liberté sexuelle qu'on avait en son temps, le marivaudage qui était en plus issu des années hippies, et vraiment d'une époque on va dire très très ouverte d'esprit. Et on est arrivé finalement avec le sida à s'isoler complètement des rapports humains, tactiles, qu'on pouvait avoir les uns avec les autres. Et donc, si ça, quelque part pour moi, même si effectivement la contamination ne s'opère pas de la même façon, mais c'était quand même aussi psychologiquement un changement hallucinant comportemental de toute une société qui est encore aujourd'hui, je veux dire, en action, puisque le virus du sida n'a toujours pas été, je veux dire, éradiqué, il n'y a pas de vaccin, etc. Donc même si aujourd'hui on peut prendre 100 pilules pour survivre, mais je veux dire, bon, c'est quand même encore un petit peu le cas. Mais on a appris à vivre avec, et il n'y a donc pas de raison qu'on n'apprenne pas à vivre avec le Covid. Donc voilà. Mais Karl de Montcharline, cette manif a-t-elle servi d'abord à quelque chose ? Il va peut-être falloir refaire des manifs si rien ne change. Si rien ne change, comment est-ce que réellement tu vois ? Parce que je veux dire, tu n'as pas répondu clairement. Dans un an, si rien ne change, qu'est-ce qui va se passer ? À moins que l'État ne vienne asperger tout un secteur de millions d'euros en disant « tant que ça ne change pas, rassurez-vous, voilà l'argent, qui en veut, en voici ». Mais si il n'y a pas justement une pluie d'argent sur ce secteur qui est en train de mourir, qu'est-ce qui va se passer ? Parce qu'à cette question, personne ne répond vraiment. On a l'impression que de toute façon, bon oui, mais on va quand même... Mais le problème, c'est que personne ne peut y répondre, parce qu'il n'y a pas de gouvernement. Alors, il y a un gouvernement en exercice qui oui, mais ça se passe dans d'autres pays aussi. Oui, mais ils ont des gouvernements. C'est pas qu'en Belgique, la réponse n'est pas plus claire. Quand les Länder en Allemagne font le choix de donner X milliards à la culture, ils le font parce qu'ils ont un gouvernement. Quand en France, on décide aussi de le faire, ils le font parce qu'il y a un gouvernement. En Belgique, il n'y a pas de gouvernement. Il y a 3 régions, il n'y a pas de gouvernement. Et il n'y a pas de solution alors ? Mais bien sûr que non, il ne peut pas y en avoir, parce que de toute façon, qui va décider ? Qui va décider de l'action ? Personne. Donc on va laisser mourir les artistes, la culture, les spectacles. C'est le paradoxe de la Belgique, effectivement, et on en est là pour l'instant. Et c'est ça qui est scandaleux, c'est qu'à un moment donné, effectivement, il y a tout un pan de l'économie, de la culture, enfin, qui est à l'arrêt, à l'agonie, je dirais même. Oui. Et donc, qui est en train de mourir, vraiment. Et qui ne se portait pas déjà très bien avant, il faut quand même dire la vérité. Mais c'était pas un secteur florissant. Donc, on s'occupe de savoir si on fait un Vivaldi, un Schubert ou autre chose. Donc, voilà. Et ce n'est pas acceptable, c'est juste pas acceptable. Et donc les seules mesures qui peuvent être prises aujourd'hui, donc lors du prochain CNS, on l'espère, puisqu'on fait tout ce qui est en notre pouvoir, en tant que chef d'entreprise, en plus on a une obligation légale. Et je veux dire, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour attirer l'attention sur le segment de la culture dans son sens très 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 large, qui englobe l'événementiel, les mariages, etc. Enfin bon, donc on fait évidemment ce travail-là.
Et on fait un travail auprès des politiques aussi, et on a une écoute. Donc on ne peut pas dire qu'on soit en 1972 et on ne nous écouterait pas. Donc aujourd'hui, moi j'ai Sophie Wilmès au téléphone, j'ai Georges Boucher, j'ai Philippe Claus, etc., Avril Duraveau, bon, peu importe, ils sont à l'écoute, mais ils sont pieds et mains liés. Pour l'instant, personne ne peut vraiment être dans l'action. Et donc voilà, donc on essaie quand même malgré tout d'obtenir des avancées sur... Est-ce qu'on a mis un prix sur ce qu'il faudrait payer? Admettons que je dis un discours très commerçant. Voilà ce qu'il faut payer, voilà ce que ça coûte pour sauver les 6 prochains mois, voilà la note. Il faut un gouvernement pour ça. D'accord, mais admettons que le gouvernement existe, est-ce que cette note est chiffrable? Est-ce que quelqu'un connaît le montant? Est-ce que quelqu'un a proposé un deal en disant voilà ce qu'on va perdre, voilà ce qu'il faudrait payer? Pour ça, il faut être dans l'intelligence, et on est finalement assez peu dans l'intelligence en règle générale. Il faudra peut-être attendre encore 1000 ans pour que, je veux dire, j'aime beaucoup quand Raoult dit que le temps lui donnera raison. Et je pense qu'il a raison. Je pense qu'effectivement, on est là dans une précipitation qui n'en est pas une en plus. Donc à s'occuper de problèmes, alors même que le problème majeur, on ne le voit pas. Et donc voilà, on s'occupe de monter un gouvernement, mais on ne s'occupe pas de régler des problèmes immédiats qui sont impactés par ce Covid. Et donc oui, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc ce n'est pas envisageable de continuer comme ça. On va tourner autour du pot. Est-ce qu'il y a une action pratique très concrète à laquelle, si tu étais au gouvernement, tu donnerais suite demain? Voilà, tu as le pouvoir de le faire. Est-ce que tu chiffres une première aide? Est-ce que tu trouves les mesures concrètes nécessaires pour directement aller... Mais c'est ce que je te disais, ça n'a pas de sens qu'il n'y a pas d'intelligence. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Quand on fait de la politique aujourd'hui, on fait de la politique comme on faisait de la médecine au Moyen-Âge. C'est-à-dire, on va à coups de saignée et de ventouse guérir les malades de manière globale, sans savoir de quoi on parle. Donc, non, il faut une approche chirurgicale. Et à un moment donné, on ne peut pas dire on va donner 4 000 € ou 5 000 quand on est en Wallonie, même si c'est la Fédération Wallonie de Bruxelles, et même au fédéral, il y a encore des différences que les Flamands. Je parlais d'argent sérieux, Karl, hein, oui, avec 4-5 000 €, c'est clair. Mais donc, tu vas quand même constater qu'il y a une différence entre recevoir 4 000 € quand tu as un snack pita ou une librairie, et puis quand tu as une entreprise qui engage 15, 20, 30, 50 personnes, donc, et on a 4 000 € chacun. Donc, ce n'est donc pas intelligent comme mode opératoire. Alors, on peut comprendre qu'à un moment donné, dans la précipitation, dans la panique, etc., certains auraient fait, entre guillemets, ils auraient presque des saignées à tout le monde, hein, donc à coût de 4 000 €, comme ça on calme un peu la foule. Ok, c'est une chose et on peut l'accepter à l'époque. Mais aujourd'hui, il faut de la chirurgie. Il faut pouvoir analyser les patients individuellement. On ne peut pas ne pas se poser sur les secteurs. Et les gens sont variés dans le secteur. Est-ce qu'on peut imaginer... Pour donner un exemple, je termine par là. Quelqu'un qui a un loyer de 10 000 € n'est pas quelqu'un qui a un loyer de 3 000. Quelqu'un qui a une terrasse n'est pas la même chose que quelqu'un qui n'en a pas. Oui, et puis quelqu'un qui habite chez lui n'est pas quelqu'un qui habite chez ma copine. Exactement. Donc il y a plein de cas de figure et on ne peut pas administrer des solutions qui n'en sont pas et qui ne tiennent pas compte des individualités. Terminons là-dessus. Parce que j'ai l'impression, et on terminera là-dessus, que le monde sanitaire s'est contredit, a dit beaucoup de choses qui n'ont pas toujours été vérifiées. Mais au niveau sanitaire, maintenant je dis peut-être une bêtise, mais il y aurait quelque chose de très simple à faire, un petit peu comme on met le thermomètre sur quelqu'un pour voir s'il a de la fièvre ou pas. Si on dit, ok, tout le monde peut aller au concert, tout le monde peut aller aux soirées, tout le monde peut aller partout, il aurait peut-être été plus intelligent de mettre des centaines de millions d'euros sur un test salivaire qu'on fait à l'entrée. Ok, je l'ai pas, je peux rentrer dans la boîte, je peux rentrer au cinéma, je peux rentrer, je suis pas malade. À partir du moment où chaque personne qui va quelque part peut, au moment même, se tester et voir qu'elle est saine, alors n'importe qui peut aller n'importe où. Donc il aurait peut-être fallu investir beaucoup d'argent dans le test, simplement pour savoir si je le suis maintenant, au moment où je te parle, ou pas. Oui, au niveau sanitaire, on est quelque part nulle part. Bien sûr qu'on nous que dit non. les choses et leur contraire. Bien sûr que non. Il y a aussi beaucoup de débats d'éthique là, derrière tout ça, malgré tout. Les gens n'ont pas spécifiquement envie de donner leur ADN à chacun. Donc... Mais pour sauver une société qui est en train de mourir, en tout cas dans ce secteur-là... Non, c'est un choix qu'on a fait, mais les gens ne sont pas en train de mourir. Hein, donc il y a très peu de gens qui meurent. Donc... Non, le secteur meurt. Le secteur meurt, mais les gens ne meurent pas. Donc c'est des choix politiques qui ont été faits, que moi personnellement je ne valide pas, que je peux comprendre au mois de mars, que je ne comprends plus aujourd'hui. C'est ça. Et donc, après, moi je pense que l'histoire fera l'histoire. Ouais. Donc voilà, mais je ne suis pas pour
pour ces choses-là, parce que les citoyens n'ont pas spécifiquement envie de ça. Déjà leur donner leur nom, etc., pour qu'ils soient tracés, les gens n'aiment pas trop, etc. Donc on est quand même dans une société, en tout cas un peu démocratique, alors même qu'aujourd'hui, alors qu'on ricanait des Chinois il y a 6 mois, on est devenu pire que les Chinois. Donc, et ça nous paraît normal. Donc voilà, donc est-ce que c'est ce genre de société qu'on veut? Moi je pense que les maladies coexistent avec l'individu et l'humain depuis la nuit des temps. D'ailleurs, au moment où on est en train de parler, on est en train de lutter contre... Les bactéries nous accompagnent, les maladies nous accompagnent, et souvent même, elles sont vecteurs d'évolution, parfois favorables aussi. Donc, alors voilà, je pense qu'il faut un petit peu sortir d'un débat dédiaboliser, concentré, le virus. Voilà. Et puis, je dis, ça fait partie de l'évolution. Les virus existent dans la chaîne du vivant. Et je crois qu'il est au numéro 2 dans l'histoire de l'humanité. Donc on vit avec les virus depuis l'origine de l'origine de l'origine de l'origine. Et on coexiste avec eux. Donc il faut apprendre à coexister, avoir les gestes barrières nécessaires, et je veux dire apprendre à vivre en harmonie avec l'univers qui nous entoure, avec la nature d'ailleurs aussi, c'est un débat aussi sur la nature et sur l'environnement. Globaliser le problème d'une façon un petit peu plus large. On ne peut pas à un moment donné tout arrêter avec des dommages collatéraux qui dépassent largement le virus. D'accord. Eh bien, Carl de Montcharline, Still Alive, c'est un début, parce qu'évidemment, comme tu l'as dit, le temps nous dira où est-ce que ce virus nous amènera. Et pas simplement au niveau sanitaire, je pense en effet que ça change notre façon d'appréhender la vie, mais vraiment dans son ensemble, hein, dans les rapports humains aussi. Ça a permis au moins une chose aussi. Ça a fortement chamboulé beaucoup de choses dans la vie. Mais ça permet aussi de nous rassembler, nous, le secteur de la nuit, parce que bon, je ne suis pas Still Alive, on est derrière 300 organisateurs événementiels et dans la nuit, etc. Et donc toute cette organisation qui s'est passée de manière organique nous a permis quand même, malgré tout, pour la première fois de notre histoire, de se fédérer un petit peu. Et je salue tous nos collègues qui nous ont aidés à monter ce projet, parce que je ne suis que la petite cheville ouvrière parmi toute une armée de fourmis qui ont travaillé à faire entendre nos voix et notre détresse. Bon, Carl, ça c'était un truc qu'on ne faisait pas avant. Hein. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas le pouce bleu pour nous encourager. Abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos, les commentaires et surtout, regardez les autres vidéos tout de suite.